Chers auditeurs, auditrices, bienvenue à nouveau sur ma chaîne, la chaîne Laura Alicia Calderon, pour un nouvel épisode des pensées à voix haute. Si vous avez eu l'occasion d'écouter la première vidéo que j'ai faite dans cette série, postée il y a quelques semaines de cela, qui s'appelle Le doute, j'explique que j'ai eu l'envie de m'adresser à vous d'une manière différente, différente sur le format, parce que d'habitude je m'adresse à vous sous forme de vidéo, je vous montre des exercices de yoga du rire, j'essaie de, voilà, je vous en parle, je veux vous permettre de connaître mieux cette discipline. Et puis, je fais aussi d'autres vidéos sur certaines thématiques, au travail, sur la communication avec les autres, sur les conflits. Et, heu, et aujourd'hui, voilà, j'ai pris la décision, en tout cas pour l'instant, de m'adresser à vous sous un format de podcast, audio, ce qui me permet à moi d'être, beaucoup plus concentrée finalement sur, le contenu que j'ai envie de vous transmettre. Quand on utilise la vidéo, on fait attention, au décor, à la manière dont on est, habillé, voilà. On n'est pas obligé de le faire, mais le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, vous permettra de voir que, pour moi, c'est, légèrement plus compliqué, mais comme, je ne suis pas la seule heureusement, ou malheureusement, on verra ça. Dans tous les cas, je suis ravie vraiment que vous soyez de plus en plus nombreux à me suivre et j'attends avec impatience vos retours, sur, les sujets que vous avez, envie que je traite pour vous. En tout cas, de mon point de vue qui n'est pas le point de vue ni d'un médecin, ni d'une scientifique, en gros, je n'ai rien inventé. Et c'est, très bien comme ça. Il y a des personnes magnifiques, qui ont, dédié, des dizaines d'années de leur vie, à l'étude de l'être humain et qui, nous transmettent leurs connaissances à travers, des formations et puis, principalement, en tout cas pour moi, à travers, des livres. Et mon objectif est vraiment de, vous transmettre ce qui, à moi, me parle, parce que j'ai cette conviction que si moi ça me parle, il est possible que ça parle aussi à d'autres personnes et donc des personnes qui m'écoutaient là aujourd'hui. Et dans tous les cas, si justement vous avez des questions, vous souhaitez plus d'informations ou voilà, que j'aille plus loin sur certains sujets, n'hésitez pas à me contacter en commentaire de cette vidéo ou par mail. Je mettrai mon mail en dessous de la vidéo. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment très excitée à l'idée de vous partager un sujet que j'ai découvert il y a plusieurs mois de cela, donc pendant cette année 2020, puisque nous sommes le 30 décembre lorsque je, j'enregistre cet audio. Donc on est encore en 2020. Et un sujet qui a tourné dans ma tête pendant des semaines grâce à cette période très, très compliquée, qui m'a invitée, comme beaucoup d'entre nous, à prendre du recul. Et j'ai été dans une phase d'introspection et beaucoup de lecture. Et je serai amenée à faire d'autres enregistrements, bien sûr, sur cette thématique et tout ce qui peut être lié à cela. Parce que pour moi, c'est du lourd, du très lourd. Donc accrochez-vous, attachez votre ceinture et on y va. Alors, le sujet dont je voulais vous parler concerne un syndrome dont j'ai appris la le titre finalement, hem et quand je suis tombée sur le nom de ce syndrome et bah, que j quelque part j'avais un petit peu dans mon esprit, mais je ne savais pas qu'il avait été traité auparavant. Il l'est d'ailleurs très peu, mais on peut trouver quelques informations dessus.
Et c'est pour ça que j'ai envie d'aller creuser un peu plus ce sujet-là, parce que je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes. Alors, quel est ce fameux syndrome? On l'appelle le syndrome de la bonne élève, le syndrome du bon élève. Je vais avoir tendance, à travers mes enregistrements, comme à travers mes articles que vous pouvez retrouver sur mon site internet happyconnector.com, j'aurai une tendance à m'adresser aux femmes. Euh, Puisque j'ai la sensation que ce syndrome est beaucoup rattaché aux femmes. Il n'empêche qu'il est possible que vous, si vous êtes un homme et vous m'écoutez, vous puissiez vous aussi vous reconnaître dans cette description. Alors pardonnez-moi si je le garde féminin, mais je vous laisse la liberté tout entière de transformer le genre dans celui qui vous convient. Et, euh, et si d'ailleurs vous le souhaitez que j'aille enquêter un peu plus sous l'angle masculin, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, on l'appelle le syndrome de la bonne élève. Alors, laissez-moi déjà, dans un premier temps, vous définir ce qu'est ce syndrome. Pour vous expliquer d'ailleurs, là je vais traiter aussi les symptômes, hein, à quoi on reconnaît que je peux avoir ce syndrome-là. Et puis je vais le relier à certaines blessures fondamentales que je juge que ces personnes qui se ressentent atteintes de ce syndrome de la bonne élève puissent avoir un lien avec ces blessures originelles. Alors, commençons par une définition. C'est ma définition, donc prenez ce qui vous parle, euh, et ça n'implique que moi finalement. Moi je l'ai défini comme un syndrome d'ailleurs qui a plusieurs noms. C'est un syndrome, on l'appelle de la bonne élève, ou de la fille parfaite, ou de la femme parfaite. Euh, et pour moi, ça représente finalement l'évolution de la femme ou de la personne au cours de sa vie, hein, de passer d'enfant à adulte, mais qui a un comportement identique finalement que cette personne, cet enfant a adopté dans sa plus jeune enfance, euh, et qui pense euh, devoir répondre aux attentes de son entourage euh, et de faire passer ses besoins, celui de son entourage, hein, de bien faire passer les besoins de l'entourage avant les siens, dans le simple but de se faire aimer et accepter. Donc pour elle, c'est sa manière finalement de s'adapter à son environnement et aussi d'y assurer finalement sa survie. Voilà en quelques mots pour moi comment je décrirais ce fameux syndrome. Euh, Allons dans les choses un petit peu plus concrètes, aux origines de ce syndrome de la bonne élève. Bien sûr que le démarrage hein, dans ce profil-là et dans ce comportement-là sera différent selon les uns euh, ou les autres. Donc, prenez ce qui vous parle et pendant que j'explique et je déroule mon explication, euh, pensez bien à faire le lien avec votre propre vécu et voilà, vraiment de l'adapter, que ça reste pas simplement mon point de vue, ma théorie, mais que ce soit quelque chose vraiment de concret et qui vous parle. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir définir si oui ou non vous êtes bien atteint de ce syndrome-là. Euh, alors, petite parenthèse d'ailleurs, quand je parle de syndrome, c'est vrai que tout de suite ça fait un peu maladie. Euh, c'est un petit peu fait exprès. Parce que parfois, quand les choses ne sont pas libellées, euh, avec des termes un peu médicaux, qui attirent l'attention, on aurait tendance à passer à côté et à ne pas valoriser l'importance de cette problématique-là qu'on a dans notre vie.
D'accord? Donc pour moi, c'est important finalement de bien garder ce terme de syndrome de la bonne élève, euh, et pas de le restreindre à une caractéristique que je vais vous décrire juste après. Donc pour moi, ce syndrome commence bien sûr dès le plus jeune âge. Euh, Quand la petite fille pense, de manière souvent inconsciente bien sûr, que c'est en travaillant dur à l'école et en récoltant de bonnes notes qu'elle sera aimée aussi bien par ses parents que par ses professeurs. Elle a tendance à vouloir montrer qu'elle sait, qu'elle a bien compris la leçon. Ce sera toujours la première à lever la main pour donner une réponse. Et puis en même temps, elle est quand même aussi discrète, petite. Elle veut pas prendre beaucoup de place parce qu'elle a aussi un manque de confiance en elle. Alors au sein de sa famille, euh, elle va avoir besoin aussi de prendre sa place. Et elle y mettra d'ailleurs beaucoup d'énergie pour faire plaisir aux autres. Encore une fois, de manière très inconsciente. Parce qu'elle ne veut pas être finalement un problème aux yeux de ses parents et aux yeux du reste de sa famille. Et donc, elle va faire passer ses besoins après ceux de ses proches et finalement devenir un peu muette, éviter de prendre trop de place qui lui est pourtant due, euh, et va avoir tendance à se faire petite et à, en toute situation, à se faire passer pour une personne irréprochable, hein, pour ne pas éveiller le courroux de ses parents, pour ne pas vexer, pour ne pas être un problème supplémentaire dans la vie de sa famille ou de ses parents en particulier. Eh bien, elle va vraiment surveiller son comportement pour être le plus irréprochable possible. Et donc, elle va se fixer euh, des, des objectifs assez élevés, et principalement au niveau du perfectionnisme. Elle va vraiment faire en sorte qu'au niveau de sa personne, de ses actions et de ses comportements, qu'elle soit irréprochable et qu'elle soit dans un perfectionnisme parfait, j'allais dire. Un peu redondant. Mais vous voyez l'idée. Malheureusement, lorsqu'elle n'y arrive pas, sachant que dans cette situation-là, forcément, elle se met une pression supplémentaire, peut-être qu'elle aura pu sentir de la part de ses parents, et en même temps, c'est elle-même aussi qui a dû décider par elle-même, hein, d'interpréter la situation de cette manière-là et donc d'adopter ce comportement perfectionniste. Si elle n'y parvient pas, c'est généralement un sentiment de culpabilité de ne pas avoir réussi euh, à être discrète. Elle va aussi ressentir de la honte parfois ou de la colère. Et tout ça va se manifester en elle quand elle pense ne pas répondre aux attentes de ses parents et à ses propres attentes qu'elle s'est fixées pour elle-même et qu'elle pense être normales. Alors au niveau des injonctions euh, que la bonne élève ou la petite fille a reçues. Dans leur enfance, ces personnes-là ont reçu des injonctions du type allez, fais plaisir à ta mère, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, une cuillère pour frérot. Ou alors, bah, ne sois pas égoïste, pense aux autres. Ou ah non, c'est pas gentil ce que tu fais là. Ça peut être ce type d'injonction verbale. Donc, tentez de faire un lien avec vous si c'est quelque chose que vous pensez avoir entendu ou peut-être entendu trop souvent. Mais ça peut être aussi des injonctions non verbales, un regard, une posture du parent, une main posée sur votre épaule ou qui vous accroche le bras. Bref, c'est vraiment au niveau de votre ressenti et vous allez avoir certainement retrouvé, même dans le ton de la voix qui est utilisé par les parents,
pour vous disputer peut-être et qui va faire partie de ces injonctions que vous aurez reçues, bien malgré vos propres parents. Il est important de le mentionner. Vos parents, nos parents nous ont transmis ce qu'ils avaient à nous transmettre avec, j'allais dire, avec les moyens du bord, tout simplement. On pourrait leur en vouloir. C'est souvent ce qui se passe intérieurement et de manière souvent inconsciente. On est en colère vis-à-vis de nos propres parents et on n'en est pas forcément conscient. Et, euh, et c'est normal. L'intérêt, par contre, pour s'en libérer, c'est aussi de prendre conscience de cette colère-là et de pardonner ce que on nous a transmis bien malgré eux, tout simplement. Puisque on part vraiment du principe que chaque personne fait du mieux qu'elle peut à chaque instant. Ça, c'est un principe de base euh, de relation, de communication, d'interaction avec les autres. C'est toujours, toujours, toujours partir de cette considération que chaque personne fait de son mieux à chaque instant. Même si elle a le comportement que vous jugez comme inacceptable, comme vil, euh, eh bien, plutôt que d'être dans cette colère, arrêtez-vous sur cette pensée, cette croyance, et revenez sur une croyance qui va vous permettre d'être plus en accord, plus en relation d'amour inconditionnel avec cette personne-là, en vous répétant que chaque personne, et cette personne-là, maman, papa, elle a fait, il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire avec ce qu'il avait à ce moment-là, tout simplement, avec les connaissances qu'il avait, avec son propre vécu, ses propres croyances, les propres injonctions que lui-même ou elle-même a reçues dans leur petite enfance. Donc, on n'est pas en mesure de pouvoir juger les autres de ce qu'ils nous ont transmis. C'est à nous aujourd'hui, en tant qu'adultes, de reprendre la responsabilité de qui on veut être. D'où l'intérêt euh, de voir à quel point le développement personnel euh, prend des proportions incroyables aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, on sent que nous devenons des acteurs de nos propres vies, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les générations d'avant, selon les familles, selon encore une fois tout ce qu'on a pu recevoir. Et c'est une très bonne chose que nous prenions conscience que nous sommes responsables de notre propre bonheur et que notre bonheur n'est en aucune manière mis dans les mains d'une tierce personne. Personne n'a le droit de détenir dans ses mains mon bonheur. C'est à moi de reprendre mon bonheur entre mes mains et d'en faire ce que je veux. Et ça, c'est un travail. C'est encore une fois un travail d'aller chercher à se libérer euh, de notre côté peut-être victime, qui nous fait nous sentir impuissants face aux gens qui nous ont transmis des choses et qui nous ont dit, fait du mal peut-être, qui nous ont dit des choses désagréables, voire blessantes. Et c'est bien tout l'intérêt et la difficulté aussi, bien évidemment, de revenir sur ces blessures-là, de les penser, de pardonner et de reprendre son bonheur en main. Alors pour résumer, les symptômes, quels sont les symptômes que porte la bonne élève, hein, et voyez si déjà ça résonne en vous. Alors, la bonne élève, et c'est vrai que je le lis beaucoup finalement au milieu de l'éducation, parce que c'est là ça peut se manifester principalement, mais comme vous le voyez, c'est aussi bien à l'école qu'à la maison qu'on peut ressentir, avoir ou être dans, dans cet aspect-là de syndrome de la bonne élève, d'autant plus, et ça fera l'objet d'un autre enregistrement, parce que sinon je vais faire des enregistrements encore trop longs. Et d'ailleurs, dites-moi si vous trouvez que vous décrochez au bout d'un moment parce que c'est trop long. Je pourrais tenter d'être un peu plus concise ou de segmenter. Pour l'instant, je reste fluide et je tiens à pouvoir exprimer tout ce qui me vient en tête, mais après, ça sera à vous de me dire quel est votre ressenti là-dessus.
On ferme la parenthèse. Je voulais juste vous faire prendre conscience que la bonne élève, aujourd'hui, si vous êtes adulte et vous m'écoutez, vous avez un travail et forcément le syndrome de la bonne élève, elle se retrouve en tant que vous, adulte, à votre poste et dans votre carrière qui, à un moment donné, doit certainement bloquer votre situation, vos objectifs, vos ambitions. Et ça, on y reparlera plus tard. En tout cas, au niveau de la bonne élève, donc revenez à l'enfant que vous étiez et revoyez-vous à l'école, à la maison, avec ces caractéristiques-là, peut-être qui vous parleront. Bien sûr que donc la bonne élève, si elle veut être irréprochable, elle va être studieuse. Elle va être studieuse, elle va être calme, elle va être sage. Euh, Elle va tout faire pour obtenir de bonnes notes et pour avoir un comportement exemplaire pour son professeur et pour ses propres parents, hein, que les retours du professeur soient positifs vis-à-vis des parents. Et elle va naturellement être une bosseuse, quoi, une studieuse et sage. La bonne élève, elle a aussi d'autres caractéristiques, d'autres symptômes, c'est qu'elle pense qu'elle n'a pas le droit à l'échec. Pour elle, étant donné que elle se met des standards très élevés dans son être et dans son faire et dans ses comportements, eh bien, elle va avoir tendance à craindre l'échec. Pour elle, ne pas atteindre son objectif, ou ne pas être irréprochable, de ne pas avoir eu la bonne réponse, la bonne attitude, de ne pas avoir fait assez pour réviser tel examen, de ne pas s'être exprimé correctement ou de manière plus gentille avec un camarade, avec un frère ou une sœur, eh bien, elle va le prendre vraiment droit au cœur et peut-être même se mettre encore plus la pression pour que cela n'arrive plus. Alors on l'a dit, la bonne élève, elle est obnubilée par le besoin d'être irréprochable, un peu à tous les niveaux finalement. Et c'est très fatigant. C'est très fatigant mentalement pour cette personne car elle est constamment en train de peser le pour et le contre. Euh, Quelle attitude avoir? Quel comportement? Et mince, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je l'ai fait comme ça? J'aurais pas dû. Encore une fois, sentiment de culpabilité ou sentiment de honte. Et on continue comme ça encore longtemps. Donc bien sûr que quand elle se trompe, c'est la catastrophe, elle se sent mal, elle se sent coupable et forcément, elle se sent obligée d'être polie, d'être serviable, d'être voilà, d'arrondir les angles, de ne jamais piquer les autres, d'être toujours dans cette gentillesse qu'on lui a appris à avoir un peu de manière systématique et puis du coup, par extension, avoir une difficulté à se défendre, à ce que les autres la respectent pour ce qu'elle est. Et donc, voilà, ne pas avoir cette possibilité aussi de s'exprimer euh, comme elle le souhaiterait. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reposterai un nouvel enregistrement très prochainement pour faire la suite de cet audio parce que j'aimerais vous parler des blessures fondamentales de la bonne élève. Je vous ai dit que je vous en parlerai aujourd'hui, mais on est déjà à 25 minutes, donc ça me paraît déjà assez complet. N'hésitez pas à revenir vers moi avec vos questions, avec vos interrogations, avec vos commentaires. Et je n'hésiterai pas à revenir vers vous et puis surtout même à laisser vos commentaires en public pour que d'autres personnes puissent aussi vous répondre. D'autres personnes ont leur propre vécu et c'est le succès de ce type de chaîne où chacune peut s'exprimer sur son propre vécu. C'est comme ça qu'on grandit tous, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.